Vous regardez Niveau d'Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. La pauvreté chronique, le chômage, le sous-développement, les inégalités sociales, la mauvaise gestion et la répartition inéquitable des richesses sont entre autres des facteurs à l'origine de crises socio-politiques en Afrique. Mais alors, comment réagir lorsque les populations formulent des revendications? Quel rôle de la société civile pourra-t-elle jouer pour instaurer un climat de sérénité, de paix, de dialogue entre gouvernants et gouvernés? C'est donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec notre invité sur le plateau, Soumaïla Mahamadou. Bonsoir et bienvenue. Et bonsoir Charlotte. Vous êtes le président du mouvement Debout citoyen du Niger. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, on va découvrir votre mouvement avec vous. Merci Charlotte. Je crois que le mouvement Debout Citoyen, c'est un mouvement qui a vu le jour après le coup d'État de 26 juillet au Niger. C'est un mouvement qui s'est engagé à défendre le Niger, à défendre l'indépendance et la souveraineté. Surtout, c'était dans un contexte où notre pays était menacé par des forces impérialistes. La CEDEAO voulait agir sous l'ordre de la France. Donc, nous avons appelé les citoyens à se réveiller, à s'élever et à faire un bouclier pour défendre ce que nous appelons comme notre libération totale du joug colonial ou néocolonialiste français. Et c'était un mouvement qui avait beaucoup et qui a suscité beaucoup d'espoir au peuple nigérien. Et je crois qu'aujourd'hui, le Niger, dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un pays digne, souverain et qui ne baisse pas le regard quand on regarde un partenaire qui qu'il soit. Et il y a exactement 2 ans, en juillet 2023, que votre pays, le Niger, donc, a traversé cette phase de turbulence, la crise socio-politique. Et en tant que mouvement citoyen, vous aviez porté votre voix au nom de la paix, au nom de la défense de la patrie. 2 ans plus tard, quels sont les résultats aujourd'hui obtenus par vos actions menées sur le terrain? Je crois que le premier acquis de notre combat, c'est qu'aujourd'hui, la France ou l'armée française n'est plus sur notre territoire. Et les partenaires qu'on avait avec Areva, qui est aujourd'hui Orano, n'existe plus. Nous avons nationalisé les mines du Niger et nous avons nationalisé beaucoup de choses. Et nous décidons de notre sort. C'est le Niger qui décide ce qui doit être fait aux Nigériens. C'est nos autorités qui observe et voit compte tenu de la pertinence des choses, mais jamais quelque chose qui va venir de quelque part, qui nous soit dicté et qu'on doit appliquer. Je crois que aujourd'hui, la véritable fierté, c'est que le Niger est souverain, indépendant et nous parlons la tête haute. Pendant les crises, que considérez-vous comme enjeu majeur qui alimente les mouvements de contestation? Oui, pendant la crise, c'était un sentiment, nous avons compris que le peuple était totalement motivé. Le peuple était prêt au sacrifice ultime s'il le faut pour défendre la patrie. Parce que beaucoup, quand vous avez regardé à un moment, les gens même se sont mobilisés pour s'engager volontairement dans l'armée en cas d'agression de notre pays. Ça a montré qu'il y avait ce sentiment de patriotisme et du nationalisme qui s'est réveillé en nous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à soutenir nos autorités parce que nous savons pertinemment que l'impérialisme est à côté et ils sont en train de faire tout ce qu'il y a comme manigance pour atteindre et étouffer cette lutte que nous sommes en train de mener avec d'autres pays de l'AES et d'autres pays qui sont en train de nous soutenir dans ce combat. Justement, vous parlez de l'AES. Avant le Niger, il y a eu d'abord le Burkina Faso, le Mali qui ont également vécu des périodes de crise. Aujourd'hui, que considérez-vous comme bénéfice de cet élan de solidarité qui a même conduit ces 3 pays à la création d'une alliance, l'AES aujourd'hui sur le continent? Déjà, comme on a l'habitude de le dire, l'union fait la force. Et nous sommes aujourd'hui dans une confédération. Si tu t'attaques au Niger, c'est que tu fais face au Mali et au Burkina. Quand tu attaques le Mali, c'est vice-versa. Donc déjà, l'union, c'est quelque chose de très important pour nous parce que on sait comment l'impérialisme agit. Comment c'est une main invisible qui peut vous infiltrer, qui peut manipuler des choses sans que vous ne puissiez vous rendre compte. Donc on a pris garde. Cette confédération de l'Alliance des États du Sahel, quand vous demandez, c'est la chose
qui a plus choqué l'impérialisme français et qu'ils n'ont pas laissé. Ils sont en train de vouloir comment la déstabiliser, comment l'étouffer. Et c'est pourquoi nous, notre mouvement, continue à soutenir cette alliance jusqu'au bout, parce que l'impérialisme, quand il revient encore, il va nous détruire absolument. Merci de le souligner. Le mouvement continue donc ses actions sur le terrain. Les crises, on ne sait jamais quand ça commence, ni comment. Et donc après les États de l'AES, le Togo, depuis le mois de juin dernier, vit justement une crise sociale. D'abord, quel regard portez-vous sur cette situation togolaise? Oui, d'abord, c'est de dire au peuple togolais d'être vigilant, parce que l'impérialisme est quelque chose de très dangereux. Et aujourd'hui, vous y voyez-vous toujours une main invisible dans cette situation? Exactement, parce que le Togo est l'un des premiers soutiens de l'AES. Quand on a utilisé le Bénin pour fermer la frontière et pour nous étouffer, le Togo a ouvert son port à l'AES. Je crois que c'est seulement, à part le pays de l'AES, c'est seulement au Togo que le président du Niger avait rendu une visite de travail, parce que le Togo est véritablement un pays stratégique pour l'AES. Et je crois fermement que ce qui est en train de se passer, on voit des choses qui sont au-delà de ce qu'on voit sur le terrain ou des informations qu'on a sur le terrain. Et ce qui nous prouve que l'objectif, ce n'est pas le Togo, même en tant que tel. L'objectif, c'est comment créer les conditions de déstabiliser ce pays et étouffer économiquement l'AES, et qui va nous conduire dans une crise sans précédent afin de faire balkaniser tout ce qu'on a construit. Et pensez-vous, dans ce contexte, malgré tout, les relations entre le Togo et l'AES sont toujours au beau fixe? Oui, je crois très bien. Je crois que c'est d'ailleurs un de nos partenaires qui est indispensable, pour le dire. Et je crois que les relations sont bonnes, et que partout, quand celui qui est conscient de l'AES, quand il parle du Togo. Et quand on a vu les agitations récentes, beaucoup étaient inquiets, parce que on a vu comment les médias de propagande sont en train de créer les conditions de diaboliser, de l'assassinat, du truc, etc., etc. Tout ça là, c'est quelque chose qui peut arriver, mais les gens doivent savoir que la paix n'a pas de prix. Si vous déstabilisez votre pays, si vous rentrez dans une confusion, ça veut dire que vous-même, ce que vous défendez, vous ne pouvez plus être en mesure de les défendre. Nous souhaiterons que s'il y a quelque chose, si c'est un dialogue, le Togo a ses institutions. Le Togo, c'est une démocratie. Et je crois que même bientôt, c'est des élections municipales. Je crois qu'il peut y avoir ce dialogue entre les fils du Togo. Personne ne doit venir de quelque part pour vouloir s'ingérer, penser défendre le pays plus que ses citoyens ou ses autorités. Je crois que la paix, la solidarité et cette cohésion sociale doit régner au Togo, dans l'intérêt de ce pays et de l'intérêt de la sous-région, plus précisément l'AES. Le mouvement de contestation que connaît le Togo en ce moment est né des réseaux sociaux, des activistes ou blogueurs, si vous permettez l'expression. Plus précisément, donc on lançait ces mouvements de contestation. Au Niger, c'était pas forcément sur les réseaux, c'était justement d'abord dans la rue. Mais les revendications tournent donc autour des questions, on va dire, de cherté de la vie, la gouvernance et tout. Est-ce qu'il y a tout de même des similitudes? Oui, en réalité, il ne faut pas oublier que nous sommes tous des pays qu'on a hérité un système français et qui est en train de nous causer de problèmes. Et dans ce système-là, en réalité, la gouvernance, parfois, fait face à des difficultés qui la lient à l'ancien maître d'hier. C'est pourquoi quand vous regardez certaines revendications sont légitimes, mais il faut qu'on fasse extrêmement attention. En cherchant à avoir nos droits, on risque de les perdre à jamais. Donc il faut faire, toute revendication doit se faire par la voie pacifique. Et quelqu'un qui ne vit pas dans le pays, il y en a beaucoup, nous avons ce problème au Niger, des gens qui sont à l'étranger, qui communiquent chaque attaque de terroristes, qui balancent toutes les informations sensibles tendant à déstabiliser ou de rendre le régime illégitime. Ils sont à l'étranger, ils ne vivent pas au Niger. Donc il faut qu'on fasse très attention. Notre pays, c'est notre pays. Nous avons le devoir de les défendre.
toute chose qui va compromettre la paix, la cohésion sociale ou la stabilité du pays mérite d'être combattue et les citoyens doivent la combattre de l'intérêt de leur pays. Président du mouvement citoyen, vous avez été également au cœur des pistes de résolution de cette crise au Niger. Mais comment justement la société civile dans votre pays perçoit aujourd'hui les mouvements de protestation? Sont-ils pour vous vus comme des leviers de changement ou comme des menaces? Oui, et je crois que pour le cas du Niger, c'était un cas particulier parce que le pays est face à l'agression. Donc, et malgré ça, il y avait quand même des revendications au Niger qui sont beaucoup plus légitimes à un moment. Mais quand même, il y a peu de manifestations dans les rues. Et on utilise certaines voies qui sont légaux pour revendiquer un certain nombre de choses. Mais quand vous prenez le cas ici, je crois que la rue, ou bien le fait de détruire, de manifester, de brûler, ça ne résout pas le problème. Le Togo a une assemblée, je crois. Le Togo a un Sénat. Le Togo a des institutions. Il faut suivre. Et le Togo a des médias. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour suivre la voie légale, pour protéger vos droits et les défendre. Nous, dans le cas, nous n'avons pas le choix parce que nous sommes face à des bombardements des gens. Certains ont même mobilisé leurs troupes pour les amener à la frontière afin d'agresser le pays. Mais je crois que les Nigériens l'ont fait pour préserver la paix et la cohésion sociale et défendre leur pays. Demandez les pays qui ont connu la guerre. Imaginez, quand on a vu le cas du Togo, on parle de ceci, de cela, mais on s'était automatiquement repéré au scénario de la Libye. Oui. Mais regardez comment est la Libye aujourd'hui. C'est la crise libyenne qui a déstabilisé presque le Sahel tout entier. Donc, qu'est-ce qui va nous prouver que le scénario du Togo, le plan comme les gens l'ont voulu, ce n'est pas dans l'objectif même de déstabiliser tous nos États. Donc, voilà ce qui a mobilisé beaucoup des Africains, surtout sahéliens, à défendre cette position du Togo même en tant qu'État, parce qu'on ne peut pas permettre à une puissance étrangère de venir s'ingérer ou de déstabiliser un pays. Les contextes, en effet, ne sont pas les mêmes, mais tous nos pays dans la zone CEDEAO luttent contre un même ennemi sur le plan sécuritaire. En quoi est-ce que les révoltes peuvent aujourd'hui influencer sur la stabilité, la sécurité dans nos pays? Oui, je crois que nous, déjà, nous ne sommes plus dans la CEDEAO, nous sommes dans l'AES. Et ça, qu'est-ce qui nous a poussé à quitter la CEDEAO? C'est parce qu'on a compris que la CEDEAO ne peut pas résoudre le problème de l'AES. Notre problème, c'est le terrorisme. Et les gens ne sont pas à mesure de défendre. Imagine avec beaucoup de forces qui ont été mobilisées, on dit à un moment c'est 6 000 djihadistes qu'on ne peut pas contrôler avec tout ce qu'on a au niveau de la CEDEAO. Et voilà. Et on a compris qu'en réalité la solution n'est pas au niveau de la CEDEAO. On a pris nos responsabilités et je vais vous dire pour utiliser le français qu'on utilise dans la rue, les terroristes sont en train de lire l'heure. Aujourd'hui, là où partout au Sahel, au Burkina, ça chauffe. Pour dire qu'ils perdent du terrain. Totalement. Et ils sont en train de se chercher. Partout, ils sont bombardés, ils sont tués. C'est par jour. Chaque jour, les terroristes tombent. Et ça prouve que nos armées peuvent résoudre notre problème de sécurité. La jeunesse est au cœur des revendications dans différents pays. Aujourd'hui au Togo, les jeunes sont encore devant dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Les manifestations du mois de juin dernier, si on s'en réfère à cela, puisque le calme donc est revenu. Mais comment appeler à une responsabilité, à une prise de conscience des dangers liés à cette décision de ne pas peut-être aller vers les institutions, mais plutôt à sortir dans les rues?
Et je crois que ça, c'est un rôle qui incombe surtout à la société civile, de sensibiliser pour qu'on puisse avoir au Togo des citoyens modèles, surtout jeunes, pour qu'ils sachent que lorsque je casse les feux optiques, ce n'est pas l'argent du président ou du maire de notre quartier, c'est quelque chose qui prévient du contribuable. Peut-être même ton papa a contribué, toi-même tu contribues et tu es en train de détruire quelque chose que toi-même tu as financé. Le bien public est sacré, je crois, dans toutes les constitutions du monde, il faut le respecter. Donc c'est pourquoi il faut vraiment appeler les acteurs de la société civile, le gouvernement aussi, à plus de sensibilisation des jeunes et à créer les conditions de combattre le chômage. Quand vous regardez partout au monde ce qui s'agite, ce qui détruit, ce sont des gens qui n'ont pas de travail. Ça veut dire qu'il y a une frustration qui est à leur niveau. Quelqu'un qui n'a pas de travail, il n'a pas de boulot, ça veut dire qu'il a un avenir certain. Détruire pour lui, ça fait plaisir parce que ça peut aller même à une satisfaction morale. Parce que quand vous avez un État qui ne prend pas en compte vos revendications ou bien vos bien-être, ça veut dire que parfois ça peut amener à autre chose. Donc l'État, la société civile, les parents, chacun a une responsabilité dans ce qui se passe. On doit sensibiliser la jeunesse, on doit la former, on doit l'encadrer et on doit surtout lui donner du travail pour qu'elle ne puisse pas s'égarer. L'AES est passée par des assises nationales dans chacun des pays membres. Et quelles sont les solutions concrètes que ces dialogues ont apporté à ce sentiment de malaise qui était né au niveau des populations? Oui, je crois que l'objectif des assises de tous les pays de la Confédération, c'était d'abord autour de la cohésion sociale. Il faut créer les conditions d'avoir cette unité, cette paix, cette compréhension et qu'on avait, quand vous prenez chez nous, le président de la République a demandé à tous les Nigériens de pardonner ce qui s'était passé. Malgré que c'est dur, parce qu'il y a beaucoup qui ont détourné de l'argent, beaucoup ont fait de mal, ils ont commis des injustices, mais le peuple, dans sa majorité, a accepté. Pourquoi? Parce qu'il nous faut cette cohésion sociale, il nous faut la paix, il faut la stabilité pour construire notre pays. Surtout quand il y a un ennemi qui est là, qui est sur ses gardes, il attend seulement une erreur de notre part pour qu'il revienne. Donc, je crois que les assises ont montré que les États de l'AES sont des États majeurs. Nous avons décidé de rassembler tous les citoyens, toutes les sensibilités pour qu'ils puissent discuter et débattre de problèmes qui concernent nos États. Et je crois que, Dieu merci, alhamdulillah, maintenant, ça va. Tout ce qui reste, c'est des grands projets que les États de l'AES ont, qui vont nous amener vers notre souveraineté totale. On visite donc à Lomé dans ce contexte précis. Y avait-il des projets sur lesquels vous êtes disposé à travailler avec notamment des organisations de la société civile sœurs ici au Togo? Oui, quand même c'est un plaisir pour moi d'être là et comme vous le savez, nous souhaiterions qu'un jour, peut-être, pourquoi pas, le Togo soit un pays membre de l'AES. C'est notre plus grand souhait. Et un pays membre de l'AES, ça veut dire que nous allons aussi avoir un port à notre disposition, que ce soit sur le plan stratégiquement militaire, que ce soit économique. Ça veut dire que de là, nous allons, pour réaliser le rêve de Nkrumah, pourquoi ne pas former les États-Unis d'Afrique demain? Justement, parlant de rêve, quel rêve commun la jeunesse togolaise et celle de l'AES aujourd'hui peuvent nourrir ensemble pour des pays émergents? Oui, je crois que la véritable solution qu'on doit avoir, c'est de créer une grande fédération africaine qui va vers l'unité, la solidarité africaine. Nous souhaiterons voir que tous ces États un jour avec une seule armée, une seule monnaie et une seule direction. Cela va nous éviter toute agression de quelque part, toute ingérence qui vient des autres pays. Comme vous le savez aujourd'hui, quand vous regardez, nos pays sont presque sous-développés parce que nous n'avons pas d'industrie. On ne transforme pas surtout dans nos États. Tout ce qui vient, ça vient d'ailleurs. Donc l'Afrique doit comprendre que jusque-là, nous sommes un peu vulnérables par rapport aux autres. C'est le moment de créer les conditions d'une unité, d'une monnaie, de tout pour qu'on puisse se protéger, créer chez nous, produire chez nous, transformer chez nous, vendre chez nous. Nous allons
créer les conditions de changer la direction de la migration. Ceux qui partaient hier vont revenir chez eux et ceux qui nous accueillent hier vont revenir chez nous pour chercher du boulot. C'est ça notre rêve et Inch'Allah, nous verrons ça parce que l'Afrique s'est réveillée et que petit à petit, nous allons partir très loin. Et Niamey aujourd'hui évolue sur une nouvelle feuille de route CAP 2030. Comment aujourd'hui la jeunesse, vous avez dit votre mouvement, vous avez obtenu des résultats concrets en participant donc à la résolution de la crise. Vous êtes toujours sur le terrain, vous menez des actions, mais comment est-ce que la jeunesse est prise en compte au sein de votre mouvement et quelles sont vos priorités aujourd'hui? Oui, d'abord notre plus grande priorité aujourd'hui par rapport à la jeunesse, c'est la création de l'emploi. Parce que chez nous, nous avons une population jeune, plus de 70% de la population a moins de 25 ans. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui chôment, des diplômés surtout, qui sont là, il n'y a pas de boulot, parce que quand vous regardez un pays comme le nôtre, qui n'a pas, par exemple, 1% de la population à la fonction publique, c'est extrêmement dangereux. Et chaque année, les universités forment des milliers qui sortent avec des diplômes, de gros diplômes qui ont besoin d'être embauchés. Malheureusement, c'est ça le plus grand problème. Et je crois que nos autorités sont en train de voir comment résoudre ce problème. Et nous sommes en train aussi de les appuyer en lançant toujours une sonnette d'alarme, soit disant qu'il nous faut créer les conditions d'industrialiser notre pays. Quand vous regardez au Niger, dans les années 60, il y a plus de 70 sociétés d'État. 70. Mais qu'aujourd'hui, on ne peut même pas compter 10. Ça veut dire qu'il y a tellement de sociétés qui ont fermé. Les Nigériens auraient dû être embauchés. Nous avons un pays vaste qui a 1 267 000 km², vous imaginez? Un pays qui a presque toutes les richesses naturelles. Nous avons de l'uranium, le pétrole, nous avons du ciment, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer, l'or, tout. Le Niger en a. Malheureusement, pendant toutes ces années qu'on était sous domination, nous n'avons même pas le droit d'exploiter nos propres minéraux. Il faut avec l'accord de la France. À un moment, avant le fait président Tanja, même ceux qu'on exploite l'uranium du Niger, nous n'avons pas la part du Niger, nous n'avons pas le droit de vendre ça à un autre pays si ce n'est pas la France. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était une aliénation totale. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de liberté et de souveraineté. Ça va être difficile les premières années. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Il y a un taux de chômage élevé, il y a la cherté de la vie, il y a tout. Mais c'est la liberté, la souveraineté a un prix. Et c'est ce que nous sommes en train de payer. Mais nous souhaiterons, Inch'Allah, dans 2 ans, 3 ans, tous ces problèmes-là vont être résolus et que nos pays vont être sur leurs pieds pour qu'on ne puisse plus encore parler de problèmes de chômage ou autre chose dans nos États. La patrie, d'abord, justement, dans cet état d'esprit, quelles sont vos recommandations concrètes pour justement sortir des crises en toute sérénité et préserver une cohésion sociale? Donc, je crois que pour résoudre chaque problème, il faut écouter tout le monde. Parce que tout celui qui crie, même si il n'a pas totalement raison, ça veut dire quelque part il a mal. Donc il faut écouter, je crois qu'il faut écouter ceux qui parlent et s'il y a la possibilité de résoudre leurs problèmes, il faut le résoudre. Je crois qu'en Afrique, partout, il y a des difficultés, il y a beaucoup de problèmes. Je crois à la sagesse de nos dirigeants pour qu'ils puissent créer les conditions d'un climat de paix, de sérénité, pour que chaque citoyen se trouve dans ce droit le plus absolu afin de continuer à garder cette cohésion sociale, cette paix et cette stabilité pour nos États. En tant que ressortissant de l'AES, natif de Niamey, vous aviez dit en début de cette émission, justement avec votre mouvement, être également engagé à apporter votre soutien au peuple togolais. Mais comment est-ce que cela se matérialise-t-il? Oui, je crois que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de parler, c'est de dire, c'est tout ce qu'on peut faire. Et nous avons constaté de loin, parce que quand on voit des institutions commencer à prendre une situation en main, on sait qu'il y a un complot qui était derrière. Et la manipulation a atteint un niveau.
Et nous l'avons vu quand on a dit Kadhafi tuait son peuple. Les mercenaires de Benghazi ont été formés en Europe ou aux États-Unis. Ils étaient revenus dans le pays. Ils tiraient sur les forces de l'ordre. Mais quand ils répliquaient, on dit qu'ils tuent le peuple. Et suite à cette situation, ils ont amené les institutions à isoler Kadhafi, à prendre une résolution juste pour un espace, alors qu'ils ont profité pour le bombarder jusqu'à l'exécuter. Et ça a coûté cher à l'Afrique. Parce que tuer Kadhafi a fait en sorte que tout le projet panafricain qu'on a, s'était tombé dans l'eau. Et ça nous a encore mis dans une insécurité insupportable. Donc nous ne pouvons pas encore permettre à un autre pays africain de subir le même sort que la Libye. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler. Quand il y a une solution, les citoyens doivent s'asseoir dans leur propre maison, s'écouter et se comprendre sans que quelqu'un de dehors puisse leur dire ce qu'ils doivent faire. Et vous avez espoir qu'un jour l'Afrique se réveille et oublie en tout cas tous ces épisodes de cauchemar, de crise que nous vivons? Oui, l'Afrique n'est même pas en train de dormir. Elle a les yeux ouverts. Maintenant, nous sommes en train de nous lever pour marcher correctement. Et que je crois qu'un jour, tous ces genres de choses seront des mauvais souvenirs. Nous pouvons pardonner à tout le monde, mais l'Afrique maintient sa position que nous ne pouvons encore plus se soumettre à qui que ce soit. Si c'est un président qui pense qu'il va se soumettre comme les autres l'ont fait hier, il se soumet pour vendre son peuple, jamais. Mais tout président dans ces pays d'Afrique qui se lève un matin et dire non à ceux qui veulent s'ingérer dans son pays, il a le soutien de nous tous et nous allons le soutenir au prix de n'importe quoi. La vision, le mouvement Debout Citoyens dans les 5-10 prochaines années, comment est-ce que vous voyez justement cette organisation toujours engagée pour une Afrique qui gagne? Je crois que notre mouvement, surtout quand vous voyez au niveau du Niger, nous avons un local que nous l'avons implanté presque un peu partout dans les régions du Niger et nous souhaiterons, Inch'Allah, encore l'élargir dans les États de l'AES, pourquoi pas au Togo, pour qu'on puisse parler un jour tous d'une même voix. Parce que c'est cette voie qui va faire en sorte que nous soyons... C'est une nécessité pour le continent. C'est une nécessité pour le continent parce qu'à un moment, quand quelqu'un est dans des problèmes, les autres sont insensibles et on les détruit. Demain, on va venir, c'est votre tour. Donc voilà, aujourd'hui, nous souhaiterions unir ce mouvement, on va l'élargir au-delà du continent, au-delà de la frontière nigérienne, dans le pays de l'AES, voire au Togo, voire même beaucoup, pour qu'un jour, nous qui sommes aujourd'hui en train de lutter, qu'on puisse réaliser ces rêves de cette unité au niveau de l'Afrique. Pourquoi pas les États-Unis d'Afrique? C'est ça notre combat. Et quelle place justement pour la diaspora de ces pays dans vos projets? La diaspora, je crois qu'elle a aussi une place importante. Ça là, au-delà aussi, nous allons élargir ça vers la diaspora, surtout qui a besoin de construire l'Afrique. Parce que parfois, nous sommes face à ceux qui sont formatés et qui pensent que de loin, on peut métamorphoser les choses, alors que nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de vivre la réalité des choses. Et je crois que la diaspora aussi doit se battre pour l'intérêt de leur pays et non dans les chambres qu'ils se trouvent là-bas. Ils doivent penser que si je suis là-bas et dans de bonnes conditions, je dois savoir que ici, tout ce que je dois faire, c'est dans l'intérêt de mon pays. Je ne dois pas l'oublier et je ne dois pas permettre à quelqu'un aussi de m'utiliser pour nuire à mon pays sans le savoir. Merci Souleymane Mohamedou, vous êtes le président du mouvement Debout Citoyens du Niger en visite au Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.